La fin de l'humanité, tout autour était recouvert de neige. Mason et Max traversèrent le désert enneigé sans fin. Même s'ils étaient chaudement vêtus et bien équipés, le gel les pénétrait jusqu'aux os. Non loin d'eux, on pouvait voir un arbre solitaire gelé, près duquel se trouvait la silhouette d'un homme. Ils se rapprochèrent de plus en plus, et il était clair que la silhouette d'un homme était attachée avec une corde à un arbre. Max supposa que cet homme avait mis fin à ses jours par pendaison. Mason a examiné la silhouette de plus près et a déclaré qu'il est vraiment très difficile de survivre dans de telles conditions. Il comprend donc son action comme personne d'autre. Ils s'étaient déjà approchés presque en masse et commencèrent à entendre la silhouette d'un homme grogner bruyamment et de mécontentement. Un hélicoptère écrasé gisait près d'un arbre, et à côté de lui, une tête et une main gelées dépassaient dessous la neige. Max fut surpris et demanda à Mason de regarder la forme du cadavre qui dépassait. Il portait les bretelles de général. Cependant, pendant très longtemps, à en juger par le corps en décomposition, ce n'était pas un général, mais un morceau de viande vivante pourrissant. Mason avait déjà pointé sa mitrailleuse sur lui, mais Max a sorti son couteau et a dit qu'il s'en occuperait lui-même. Il s'est approché de l'ancien général en grognant, lui a demandé pardon à voix basse et lui a planté son couteau droit dans la tête. Après cela, Max a soudainement sorti son couteau. Le corps du général ne faisait plus qu'un bruit. Pourtant, derrière eux, près d'un arbre, une caisse s'est soudainement ouverte. Il a commencé à répéter encore et encore la phrase selon laquelle le signal biométrique de l'intimé n'avait pas été enregistré. Mason se retourna immédiatement, car c'était la première fois qu'il voyait une sorte de système de sécurité se déclencher après avoir tué un autre zombie. Sans réfléchir longtemps, Mason commença à se diriger vers l'ordinateur, mais devant lui il y avait un autre obstacle mort. Le soldat pendu à l'arbre était prêt à se jeter sur lui et à le mettre en pièces si le nœud coulant autour de son cou ne l'avait pas beaucoup gêné. Ce n'était pas un spectacle très agréable. Le zombie a tiré la corde avec son cou et a essayé de se détacher de l'arbre. Mais il n'avait clairement pas assez de force pour le faire, car la corde tenait fermement sa colonne vertébrale. Mason a placé sa mitrailleuse juste sous la tête du zombie pendu, après quoi il tira un coup précis, étouffé par la tête du zombie. Le sang du zombie s'est répandu directement sur Mason, et il a pu se couvrir avec sa main à temps. Au même instant, le zombie pendu bascula et tomba sur la neige. Max a demandé si Mason allait bien. À sa question, Mason hocha simplement la tête et en même temps jeta le collier avec lequel il tirait un traîneau avec des provisions et leurs affaires. Mason s'est approché du dossier et a commencé à examiner les documents qui s'y trouvaient. Outre les documents, la mallette contenait une puce qui appartenait très probablement au général que Max venait de tuer. Il était écrit sur la puce qu'elle provenait du bunker de commandement de la défense de la capitale, qui pourrait être utilisé en cas de fin du monde pour des personnes de haut rang. Mason examina attentivement la clé sur laquelle était écrit un long code. Pourrait-il vraiment s'agir de la clé de ce même bunker de défense de la capitale? Mason n'en croyait pas ses yeux. Mason mit la clé dans la poche intérieure de sa veste et dit qu'il devrait d'abord se diriger vers le commandement de la défense de la capitale. Au mieux, ils arriveront dans 10 jours. Soudain, la neige commença à s'éloigner sous les pieds de Mason. C'était une avalanche. Mason a réussi à crier à Max de ne pas s'approcher, et en un instant, Mason, accompagné d'une valise de documents et de leurs effets personnels, a commencé à tomber. Il s'agissait d'une petite chute de neige, et Mason se retrouva sur la route un peu recouverte de neige. Il n'a pas perdu connaissance et a commencé à essayer de se relever. Une portière de voiture commença soudain à s'ouvrir près de lui. Une main de zombie noire et gelée en tomba immédiatement. Mason se releva rapidement et prit une position de combat, car les zombies n'attendraient pas qu'il se remette de sa chute. Mason commença à supplier silencieusement les zombies de s'asseoir à l'intérieur et de ne pas sortir en rampant. Cependant, ayant senti l'odeur de la viande humaine fraîche, il ne pouvait pas rester assis dans la voiture enneigée. Sous l'assaut des zombies, la portière de la voiture s'est soudainement ouverte. Ils avaient faim comme jamais auparavant, et leurs dents claquaient sans cesse comme des animaux. Mason les regarda avec horreur et n'était clairement pas content qu'ils aient réussi à sortir. Les adolescents zombies commencèrent rapidement à se diriger vers Mason. Ils n'en croyaient pas ses yeux, c'étaient des enfants. Ce n'était pas facile à vivre pour une personne vivante et consciente. Même s'ils étaient des zombies, ils ressemblaient toujours à des enfants. Mason chargea sa mitrailleuse. Les enfants avaient déjà commencé à courir vers lui. Mason a visé et était prêt à commencer à tirer. Il a décidé de ne pas ouvrir le feu jusqu'à ce qu'il l'atteigne. Mais il n'était de pousser que par la soif de satisfaire leurs besoins alimentaires.
Tout ce qui restait d'humanité dans ces zombies était l'apparence de petits enfants qui vivaient autrefois dans la joie et l'insouciance. Mason l'a très bien compris et se met néanmoins à leur tirer dessus tout en leur demandant de ne pas s'approcher. Comme les zombies n'étaient pas très grands, ils se déplaçaient beaucoup plus rapidement et plus agilement. La jeune fille a été touchée par une balle à la tête et est immédiatement tombée dans la neige. Mais le garçon était encore plus petit qu'elle, et Mason n'a pu le frapper qu'au corps, et les balles lui ont arraché le bras, mais le petit zombie s'était déjà précipité sur Mason. Il a arrêté de tirer et a commencé à utiliser la mitrailleuse comme bouclier contre le bébé zombie. L'enfant a saisi la mitrailleuse avec ses dents et l'a mâchée, essayant constamment d'atteindre le visage de Mason. Il le regarda droit dans les yeux et demanda au bébé zombie de s'arrêter. Un tremblement dû à ce qui se passait parcourut tout le corps de Mason. Il n'avait jamais imaginé voir quelque chose comme ça auparavant, tout comme il n'avait jamais tué d'aussi petits zombies auparavant. Mason a décidé qu'il était temps d'en finir, quel qu'en soit le prix, et a jeté le petit zombie de côté. Le bébé zombie est tombé sur la neige à quelques mètres de Mason. Mason n'a dit qu'une seule phrase. Les vivants doivent rester en vie. Sans le faire attendre longtemps, le bébé zombie se précipita à nouveau sur Mason. Il a pointé sa mitrailleuse sur lui et a répété que les vivants devaient vivre et a commencé à appuyer sur la gâchette. Toutefois, aucun coup de feu n'a été tiré. Mason baissa les yeux sur sa mitrailleuse. Il ne lui restait plus beaucoup de temps. Il a tiré sur le verrou et il est devenu clair que la cartouche était coincée dans le canon. Il réussit à éliminer rapidement le retard et releva sa mitrailleuse. Le bébé zombie était déjà à 1 mètre de lui et se précipita sur la mitrailleuse. La bouche de la mitrailleuse reposait directement sur le seul œil du bébé zombie. Au même moment, Mason a appuyé sur la gâchette et la mitrailleuse a tiré. Le bruit d'un tir de mitrailleuse M16, étouffé par la tête du zombie, retentit à nouveau. Le tir a envoyé le bébé zombie voler à plusieurs mètres. Mason commença à respirer rapidement, se rassurant sur le fait que tout était fini. Il se tenait au milieu d'énormes calottes de neige et regardait les corps des enfants zombies, qui n'émettaient plus qu'un son, et tout autour, on ne pouvait qu'entendre la rapidité avec laquelle les flocons de neige tombaient au sol. Max a demandé à Mason s'il devait rester au sommet ou s'il devait descendre et aider. Mason a dit à Max d'être prêt à sortir, mais de ne pas descendre. Il récupérera les papiers et s'approchera rapidement de lui. Mason était en train de rassembler des papiers lorsqu'il commença soudain à entendre le craquement de la glace sous ses pieds. Mason n'était pas le seul à entendre le craquement de la glace, mais aussi des zombies flottant sous la glace. Sans écouter Mason, Max commença à descendre de la montagne. Mason remit lentement et calmement les papiers dans la mallette et rappela à nouveau à Max qu'il lui avait ordonné de rester à l'étage. Cependant, Max a commencé à se dépoussiérer et a déclaré qu'il ne pouvait pas rester à l'écart et qu'il était prêt à aider. Mason a ramassé l'étui et la mitrailleuse et a commencé à remonter rapidement vers le haut. Il a dit à Max de regarder ses pieds car il se tenait sur l'eau. Il devait évacuer de toute urgence. La situation n'était pas la meilleure qui puisse leur arriver. Mason commença à se diriger vers Max, quand soudain Max fut attaqué par derrière. Il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit lorsqu'un autre zombie l'a attaqué par derrière depuis la neige et l'a mordu au cou. Mason s'arrêta et ne parvenait pas à croire que Max n'ait pas eu autant de chance après ce qu'ils avaient vécu ensemble. Mason comprit que Max allait désormais devenir lui aussi un zombie et commença à lever lentement sa mitrailleuse. Max était déjà en train d'être mâché par plusieurs zombies et il criait de douleur et suppliait Mason de lui tirer dessus. Max était presque complètement entraîné dans l'abîme des zombies et ses cris pouvaient être clairement entendus autour de lui. Une larme coula rapidement sur la joue de Mason. Il n'était pas près de perdre son soldat. Serrant les dents, Mason décida d'atténuer ses souffrances et lui tira une balle dans la tête. Le bruit du tir a immédiatement attiré les zombies qui ont mangé Max. Mason s'en est immédiatement rendu compte et a commencé à courir. Dans la neige, il commença à gravir rapidement la pente. Saisissant les racines d'un arbre solitaire, il grimpa pas à pas, car seule la mort l'attendait en bas. Il comprit parfaitement qu'il pouvait soit tomber à travers la glace, soit les zombies le mangeraient comme Max. Il n'y avait pas de retour en arrière. Après quelques minutes d'ascension difficile de la montagne enneigée, il réussit quand même à atteindre le sommet. Il pleurait, baissait les yeux et ne parvenait pas à accepter la mort de son partenaire. Il aurait dû être plus vigilant, se dit-il. Cependant, Mason n'eut pas le temps de s'affliger. Il reprit la corde avec laquelle il tirait le traîneau avec des provisions et des vêtements. Il jeta rapidement la corde sur lui-même et commença à courir. Il fallait courir le plus vite possible,
et le plus loin possible de cet endroit. De nombreuses années se sont écoulées depuis ces événements. Mason marchait toujours avec le harnais et tirait le traîneau avec ses affaires. Mason marchait maintenant le long de la rue de la route olympique de Séoul, dans le bâtiment 448. Au même moment, dans la même rue, plusieurs personnes se cachaient dans un immeuble vétuste. Le voyageur et sa femme se sont assis à l'intérieur et ont déclaré qu'ils ne comprenaient pas que le propriétaire de ce coin isolé ait réussi à survivre dans de telles conditions. Le propriétaire préparait du café et commença son histoire en disant qu'il avait tout simplement de la chance. Il était une fois leur propre rucher où lui et sa femme passaient tout leur temps. Ce jour-là, ils étaient juste en train de récolter du miel. Ils ont remarqué que les abeilles se comportaient étrangement, comme si elles étaient devenues folles. Ce qui se passait ressemblait à ce que la reine des abeilles avait décidé d'éradiquer son essaim. Les abeilles se sont attaquées et ont tourné en cercle dans un combat mortel. À un moment donné, le ciel s'est couvert de nuages noirs. Après quoi, avec une grande vitesse et intensité, d'énormes pierres commencèrent à tomber du ciel, un spectacle si terrifiant qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Ils n'eurent pas le temps de réfléchir. Le propriétaire, qui s'appelait Tom, attrapa sa femme engourdie par la main et courut vers la pirogue avec des fournitures. Alors qu'ils étaient déjà assis dans la pirogue, le ciel, la terre et en général tout autour tremblaient et bourdonnaient bruyamment, comme si tout était plongé dans le chaos. Ils étaient ballottés d'un côté à l'autre comme de petites poupées. C'était très effrayant. À ce moment-là, ils ont prié qui ils pouvaient, le Seigneur, Bouddha et Allah. Tom s'est retourné avec un sourire aux lèvres, 2 tasses de café toutes prêtes à la main, et a dit que c'était la chance qui les avait aidés à rester en vie ce jour-là et qu'elle ne le quittait toujours pas. Tom posa les tasses sur la table et demanda aux invités de boire leur café rapidement avant qu'ils ne refroidissent. Le voyageur a commencé à se réchauffer les mains sur les tasses et a demandé si c'était du vrai café, car le café est une boisson très rare, ainsi que 2 tasses. Tom a souri joyeusement et a demandé aux invités de ne pas y penser, mais simplement de profiter de la boisson. Le voyageur tenait dans ses mains une tasse de café encore chaude et dit doucement qu'il n'avait pas inhalé une odeur aussi agréable depuis de nombreuses années. Tom regarda le voyageur avec des yeux pétillants et attendit qu'il boive du café. Il murmura doucement que l'homme est un tel animal que s'il est rempli du désir de vivre, il trouvera un moyen de survivre. Tom sourit et, en réfléchissant, dit que des voyageurs de différentes parties de la planète lui rendent souvent visite, échangent diverses choses avec lui et qu'il a toujours quelque chose à offrir en retour, principalement de la nourriture, bien sûr. L'épouse du voyageur, se réchauffant les mains avec une tasse de café, a déclaré qu'ils avaient eu beaucoup de chance de pouvoir se rendre à Séoul. Elle a demandé à Tom quel genre de choses il fabrique pour la revente. Tom hocha la tête affirmativement et dit que même dans ce monde perdu, il faut faire quelque chose et survivre. Elle a dit qu'elle connaissait un peu les travaux d'aiguille et qu'elle pouvait aider Tom à créer de nouvelles choses à revendre. Émilie, de toute son âme et de son cœur ouvert, voulait aider Tom avec au moins quelque chose. Parce qu'il était si gentil avec eux, il les laissait entrer, les réchauffait et leur donnait même du café. Son mari posa sa main sur son épaule et lui a demandé d'arrêter, parce que ce n'était pas gentil de le dire. Après tout, Bill voit Tom pour la première fois. Du coup, il a ses propres secrets d'affaires qu'il ne voudrait pas partager avec les premières personnes qu'il rencontre. Emily s'est immédiatement arrêtée et s'est excusée auprès de Tom. Elle voulait juste exprimer sa gratitude pour la convivialité. Tom a souri et a dit qu'il n'y avait rien de mal à cela. Il aimait les gens si bons et énergiques. Le voyageur regarda Tom de plus près et dit qu'il avait souvent vu un sourire comme celui de Tom. Il lui semblait très familier. Tom a sorti 2 lampes de poche du placard et a dit qu'il entendait souvent cela de la part des invités. Il a très probablement hérité du sourire de son oncle, ou peut-être même de sa mère. Eh bien, puisqu'ils veulent s'installer ici, Tom a décidé de leur montrer sa fierté. Elle a commencé à lui taper la lampe de poche sur la main et lui a dit que pour survivre, il devait d'abord étudier le marché local. La vérité, c'est que je fais des choses inhabituelles. Tom a suggéré à l'invité de tout démontrer en direct, afin de ne pas tourner autour du pot. Tom, avec un sourire sur son visage, a dit qu'il ferait une exception pour eux. Et pendant qu'il regardait sa fierté, il a demandé à Emily de faire la vaisselle, ce à quoi elle a certainement accepté et s'est mise au travail. Ils commencèrent à descendre ensemble au sous-sol, et à chaque pas, il devenait de plus en plus sombre. Tom alluma sa lampe de poche. Il descendit lentement et se tourna vers le voyageur avec incrédulité
et lui dit qu'il ne savait même pas s'il devait montrer ses trésors, ce à quoi le voyageur commença à le supplier de démontrer ce qui avait aidé Tom à survivre si longtemps dans ce monde post-apocalyptique. Ils sont descendus pendant longtemps et le voyageur a dit que très probablement Tom créait vraiment quelque chose d'extraordinaire, puisque cela était caché si profondément en dessous. Tom et le voyageur sont allés au sous-sol et ont dit qu'ils ne semblaient pas faire quelque chose de spécial, mais que pour une telle chose, les gens étaient prêts à débourser tout ce qu'ils avaient juste pour l'acheter. Dès leur entrée, le voyageur fut stupéfait par ce qu'il vit. S'il y avait vraiment des cochons vivants là-bas, Tom a dit que c'était juste matériel. Et voici ce dont Tom a parlé dès le début, quelque chose qui est si apprécié dans le monde actuel. Sur la table, il y avait des conserves de viande en quantité énorme, les unes sur les autres, et cela ressemblait même à une étagère de magasin. Tom a dit qu'il ne s'agit pas seulement de produits en conserve, ils sont fabriqués à partir de viande sélectionnée. Le voyageur s'est approché d'eux et a dit à Tom qu'il n'avait pas mangé de nourriture en conserve depuis plusieurs années. Dans le monde actuel, c'était comme de l'or. Tom a enlevé sa veste, a commencé à enfiler des gants et a dit que ces derniers temps, à cause de ces foutus zombies, aucune chair fraîche n'avait été trouvée. Tom se tenait près de sa table avec des outils et choisissait. Le voyageur a déclaré que lui et sa femme avaient essayé de manger des animaux sauvages, mais que la plupart d'entre eux étaient pourris à l'intérieur. Et ces cochons avaient l'air très propres et bien nourris. Le voyageur a déclaré que sa demande pouvait paraître éhontée, mais peut-être qu'il pourrait en prendre une et la partager avec sa femme. Lorsque le voyageur s'est retourné, Tom se tenait derrière lui, déjà vêtu d'un tablier imperméable pour couper la viande, et dans ses mains se trouvait un marteau. Il a dit doucement que le voyageur n'avait vraiment ni honte ni conscience. Le voyageur a eu peur. Il a immédiatement demandé à nouveau ce que Tom lui avait répondu. Tom a dit que le voyageur n'avait aucune honte. Le voyageur regarda Tom et lui demanda pourquoi il avait pris le marteau. Tom, avec un sourire sur son visage, a déclaré que le voyageur disait des bêtises. Comment, à son avis, avait-il préparé autant de nourriture en conserve, en réalité à partir de quelques précieux porcs? Il n'ajoute que 20% de porc à ses conserves, mais les 80 restants sont de la viande complètement différente. Le voyageur a tout compris. Il a commencé à reculer avec la peur dans les yeux et des sueurs froides sur le visage. Il reculait de plus en plus quand soudain il heurta quelque chose avec son dos. En se retournant, il vit l'ingrédient secret que Tom ajoutait à sa nourriture en conserve. Le voyageur se souvint d'où le sourire de Tom lui était si familier. Au même moment, le marteau a touché la cible à grande vitesse et du sang a jailli de la tête. Les cochons ont immédiatement commencé à se précipiter dans la pièce et à crier fort. Quelques gouttes de sang tombèrent sur le visage de Tom. Il regarda le voyageur allongé sur le sol et attendit de voir s'il pouvait finir de parler ou si un seul coup suffisait. Le voyageur, s'étouffant avec le sang, dit « Tom, Tom l'éventreur ». Tom était même un peu heureux d'avoir gagné en popularité. Il se retourna et appela bruyamment Émilie pour qu'elle descende. Il lui a de nouveau demandé bruyamment de descendre et a entendu qu'elle descendait rapidement les escaliers. Le sourire n'a pas quitté le visage de Tom, car il avait maintenant assez de viande pour une nouvelle portion de nourriture en conserve. Le sous-sol était rempli d'une odeur de sang frais. Des gouttes de sang tombèrent une à une dans un seau posé sur le sol. Tom se tenait près du seau et dit à voix haute qu'il ne comprend toujours pas pourquoi les petites gens s'efforcent d'arriver à Séoul. Tom, comme beaucoup de maniaques, aimait parler tout seul. Il disait que c'était aussi mieux pour lui que les gens allaient en masse à Séoul, qu'il devenait de plus en plus facile pour lui de s'occuper de la ferme. Il a demandé à Émilie pourquoi elle le regardait avec ce regard. Était-elle vraiment offensée d'être pendue à côté d'un cochon? Regardez simplement votre corps, en quoi vous êtes différent d'un cochon. C'est juste un à un. Regardez ici le filet, ici le surlonge et ici ce sein doux. Et il y a aussi deux yeux, la même paire d'oreilles, et le sang est exactement le même écarlate. En un mot, les gens sont comme des cochons. Tout à coup, la cloche a sonné à l'étage. Tom s'est un peu mis en colère. Même si vous installez des caméras sur votre lieu de travail, dès que la viande arrive, elles se mettent immédiatement à sonner. La radio stationnaire posée sur le canon émettait des sifflements. Tom a pris la radio et a dit que la boucherie était en ligne. Ils lui ont dit que la voiture dont il parlait, ils avaient une batterie avec une batterie au manganèse. Ils étaient 12. Cela a rendu Tom heureux. Il a félicité la personne à l'autre bout du fil et lui a demandé quand elle lui enverrait la commande. L'homme a répondu que cette fois,
les marchandises étaient difficiles à obtenir et qu'il pouvait donc les échanger contre 30 canettes. Tom était indigné, car 30 canettes, c'est un véritable vol. L'homme à la radio a déclaré que son patron, Kim, lui rendrait visite dans quelques semaines. Alors ils lui ont ordonné de préparer quelque chose qui en vaille la peine, quoi qu'il arrive. Tom s'est mis en colère. De quel anniversaire s'agit-il? Il y a tant d'années, le calendrier a disparu. De quel anniversaire pouvons-nous parler? Demain, ils peuvent venir chercher 20 canettes, et le reste, je m'en fiche. La radio est restée silencieuse pendant un court moment, et une minute plus tard, elle a de nouveau sifflé. La personne à l'autre bout du fil a dit que demain, il enverrait des gens se faire livrer et qui seraient envoyés avec eux. Tom a souri à nouveau et a dit qu'il aimait les nouvelles jeunes filles, Amanda et Becca. Mais l'homme à la radio a dit qu'ils en avaient eux-mêmes besoin. C'était très gênant de lui envoyer constamment 2 filles, donc il n'en enverrait qu'une. Cela ne convenait pas à Tom. Il a dit que tout le monde voulait manger de la viande. Et maintenant, ils ont décidé de jouer au maître avec lui. Il s'est mis en colère en une seconde et a commencé à crier dans le talkie-walkie. Tom a dit qu'il pouvait venir vers eux lui-même et rétablir l'ordre dans leur hiérarchie. Tom a rugi comme un animal qui n'a pas reçu sa proie. Il a dit qu'il était prêt à venir vers eux et à les diviser en personnes et en bétail. Peut-être que ainsi leur cerveau se mettrait en place et ils comprendraient enfin qui pouvait être refusé et qui ne devrait pas être refusé. S'ils veulent vivre, ils ne devraient pas contredire Tom. Il était rempli de rage. Il essaya de se calmer un peu, jeta la radio, s'arrêta et expira un peu. Puis il reprit la radio et annonça calmement que c'était la fin du message. La radio est restée silencieuse pendant environ 1 minute. Et finalement, l'homme a dit que demain, il enverrait 2 filles avec le colis. Cela convenait à Tom, il a éteint la radio, comment ose-t-il même discuter avec lui? La tension s'est transformée en mal de tête. Tom a pensé que ce serait bien de leur rendre visite et de danser la danse du couteau pour qu'ils n'oublient pas qui est le vrai patron ici. Non, non, nous devons penser positivement aujourd'hui, Amanda et Becca. Tom a décidé de se coucher tôt aujourd'hui afin de bien soulager les tensions de demain. Mason observait Tom à travers le viseur optique. Il zooma et dézooma avec sa vue pour comprendre comment il connaissait si bien cet endroit. Mason se souvint de cet endroit et réalisa qu'il était enfin arrivé à Séoul. Il se demandait quel genre de personne avait à elle seule privatisé cet immense bâtiment. Si seulement cette personne s'avérait bonne, Mason aurait encore besoin d'en apprendre beaucoup sur la situation qui se passe à Séoul. Mason n'a pas osé se rendre immédiatement chez la personne découverte, il devait d'abord la surveiller. Si tout semble sécuritaire, vous pouvez vous adresser à cette personne. D'un autre côté, Mason a vu un énorme croiseur à moitié coulé. Il est temps de chercher un endroit où passer la nuit. Mason, craquant ses semelles dans la neige, entra dans le navire. Il a examiné le navire de l'intérieur. Il y a de nombreuses fenêtres dans les chambres d'amis. Si même une faible lumière s'échappe, Mason s'exposera au danger, à la fois des zombies de passage et des personnes vivantes. En vérité, les zombies, bien sûr, faisaient beaucoup peur à Mason, mais il avait bien plus peur des vivants, car ils ont de l'intelligence. Après quelques minutes d'errance autour du navire, Mason tomba sur les toilettes des hommes. Pourtant, il n'y a pas d'endroit plus sûr que les toilettes, pensa Mason. Cependant, comme le navire était à l'envers, les toilettes étaient au-dessus de la tête de Mason. D'une certaine manière, c'était bien. Mason, sans réfléchir longtemps, prit la lampe de poche dans sa bouche et commença à grimper. Compte tenu du fait qu'il était nécessaire de soulever toutes les choses, cela a pris un peu plus de temps que prévu. Mais ce n'était pas la première fois que Mason se trouvait dans une telle situation, et au bout de 5 minutes, il était aux toilettes avec ses affaires. Il commença lentement à escalader les cloisons des cabines jusqu'au sommet. Après avoir grimpé, il commença à taper sur le plafond des toilettes. Naturellement, dans le nouvel emplacement, il était nécessaire de prévoir une issue de secours sans lame. Une autre journée d'hiver pleine de neige et de froid est arrivée. Les zombies, comme partout ailleurs, erraient dans Séoul à la recherche de viande fraîche. L'attention de ce zombie a été attirée par le bruit inhabituel du moteur, le faisant grogner bruyamment à mesure que le son approchait rapidement. Dès que le son atteignit son volume proche, la tête du zombie s'envola de ses épaules. Puis elle roula, se recouvrant de la neige environnante. C'est l'un des partisans du gang qui s'est précipité devant les zombies en motoneige. Immédiatement derrière lui, le deuxième adepte du gang se précipita, qui, tout comme le premier, planta son épée dans le zombie. Cependant, l'épée s'est brisée et une partie est restée coincée dans le zombie gelé. Le prochain gars qui volait derrière eux sur un snowboard a décidé de ne pas rester à l'écart et de faire un tour sur les zombies.
Il atterrit sur son dos et roula sur elle comme un monticule de neige. Cependant, l'épée qui en dépassait continuait à rouler avec lui. Il se mit à crier comme un fou, considérant qu'un fragment d'épée dépassait de sa jambe. Le patron qui conduisait derrière eux dans la voiture s'est contenté de rire à cause de ce qui s'était passé. Amanda et Becca montèrent dans la voiture avec des visages tristes. Ils se dirigèrent tous droit vers le bâtiment qui appartenait à Tom. Lorsqu'ils furent suffisamment loin, Mason sortit de la neige couverte. Aucun des bandits ne soupçonnait même que Mason les surveillait. Mason a observé ce qui se passait et il est devenu de plus en plus convaincu que Séoul représentait une énorme menace, non seulement à cause du grand nombre de zombies, mais aussi à cause du grand nombre de psychopathes survivants. Les bandits se sont arrêtés à l'entrée du bâtiment, ont éteint leur moto et ont commencé à attendre l'arrivée de Tom. Le gars qui a écrasé la lame du couteau boitait à peine et ne pouvait pas mettre son pied sur ses pieds. Il a dit qu'il devait d'abord se soigner chez le vieil homme et ensuite seulement faire le reste. À ce moment-là, Tom est sorti de chez lui et a attiré l'attention du jeune homme sur le fait que personne ne lui permettait de faire ça. Il a commencé à crier après le vieil homme et a dit qu'il pouvait lui-même regarder sa jambe. Une telle blessure ne nécessite-t-elle pas un traitement urgent? Tom n'a pas réfléchi longtemps et a dit qu'il pourrait l'aider si le garçon avait un problème à la jambe. Tom a suggéré de la couper à la cheville. Mais si le problème vient du cerveau, qui envoie des signaux de douleur, alors Tom pourrait très bien couper quelque part jusqu'au cou pour qu'il n'interfère pas. Le garçon sortit son couteau papillon de sa poche et le pointa sur Tom et dit que le vieil homme avait complètement perdu la tête. S'il s'imagine être un gros bonnet parce que les gars l'ont payé, alors il peut résoudre ce problème d'un seul coup. À ce moment précis, Tom sortit son énorme couteau de sa poitrine et le planta directement dans la gorge du garçon. Tom a dit qu'il ne donnerait que 3 secondes pour que ceux qui ne devraient pas rester ici disparaissent. Le gars n'a eu que le temps d'avaler sa salive par peur des représailles finales. Il restait une seconde. Tom souriait de toutes ses dents, et à ce moment-là, il ressemblait à un maniaque obsédé. Il dit qu'il garderait son scalp en cadeau. À ce moment-là, un autre bandit attrapa le garçon par la capuche et le rejeta brusquement en arrière. Criant que s'il oubliait, leur tâche était uniquement de livrer la commande. Le bandit s'est excusé auprès de Tom pour son ami, et pour sa défense, a déclaré que le garçon n'avait pas participé à des incursions depuis longtemps et ne pouvait pas distinguer la merde de l'urine. Tom frotta son énorme couteau sur son avant-bras et dit que si cet homme était si maladroit, il n'aurait peut-être plus aucune raison de vivre et il pourrait s'en occuper rapidement si ses amis n'avaient pas le courage de le faire. Le bandit a dit qu'il ne devrait pas faire ça, ce gamin pourrait encore leur être utile. À ce moment, le garçon essaya de se relever. Mais le gars qui le protégeait devant Tom a brusquement balancé sa jambe en arrière et l'a frappé en plein dans la tête. Le coup a envoyé le garçon voler à quelques mètres de Tom et le bandit a dit qu'il veillerait à ce que Tom ne le revoie plus jamais comme messager. Tom a commencé à sourire et à agiter son couteau, exprimant son déni. Il a demandé de lui envoyer ce petit gars une fois de plus, et alors il serait certainement capable de compter combien d'os il y avait dans son petit corps. Tom sourit au garçon de toutes ses dents et l'avertit que ce ne serait pas leur dernière rencontre. Les filles se tenaient un peu à l'écart. Tom les regarda et dit qu'il n'avait rien à craindre. Il était toujours content de ces deux-là. Et ils peuvent venir lui rendre visite même sans invitation. Le bandit a dit qu'il reviendrait les chercher demain à la même heure. Tom a tapoté la motoneige avec un couteau et a proposé de les envoyer lui-même demain s'il lui laissait une motoneige. Le bandit a dit qu'il ne pouvait pas faire cela, car il pourrait avoir des ennuis si ses filles prenaient un mauvais chemin. Le vieil homme sourit et dit qu'il essaierait d'en finir rapidement avec eux, après quoi il disparut dans l'obscurité du bâtiment. À ce moment-là, un garçon avec une épée dans la jambe s'est levé de la neige, il s'appelait Scott. Scott se leva et demanda de quoi il s'agissait. Mais il n'a même pas eu le temps de terminer complètement sa phrase lorsque le bandit l'a attrapé par la bouche et lui a ordonné de se taire. Il a menacé que si jamais Scott ouvrait à nouveau la bouche sans sa permission, il serait immédiatement rétrogradé au rang d'esclave. Scott a dit, les dents serrées, qu'il avait tout compris et s'est excusé. Le bandit l'a relâché brusquement et l'a jeté dans la neige. En quelques minutes, tout le monde a été réparti sur des motoneiges et s'est rendu à sa base. Pendant ce temps, les filles et Tom entrèrent dans sa chambre. Ils comprenaient parfaitement ce qu'ils devraient faire maintenant, même si aucun d'entre eux ne le voulait. Mais ils n'avaient absolument pas le choix, et ils étaient déjà habitués au fait que dans le gang, ils étaient utilisés simplement pour des plaisirs charnels, et parfois j'ai dû payer le prix pour l'achat de tout bien. Tom était rempli d'un sentiment d'excitation. Il aimait quand les filles
était sans défense et suivait sans aucun doute ses ordres. Il pointait son doigt vers Amanda et lui ordonnait de se rapprocher de lui. Pointant le couteau sur la deuxième, il lui ordonna d'aller au deuxième étage et de couper de la viande avec. Amanda était allée voir Tom plus d'une fois et avait commencé à murmurer à Becca ce qu'elle devait faire. Cependant, Tom s'est rapidement approché d'eux et leur a demandé ce qu'ils faisaient ici. Ils sont venus ici ensemble pour se faire plaisir. Il a mis un couteau dans les mains d'Amanda et a dit que si son humeur était ruinée aujourd'hui, qui devrait en assumer la responsabilité. Tom regarda Amanda, qui comprit clairement ce que signifiaient ces paroles. Elle avait peur de bouger et dit doucement qu'il avait certainement raison. Tom repoussa Amanda et lui ordonna d'aller au deuxième étage et de couper la viande. Ensuite, il lui a dit qu'il se lèverait bientôt et qu'il ne devrait pas lui manquer. Il se retourna et regarda Becca, qui, confuse, ne savait pas ce qu'elle pouvait attendre de lui. Tom lui fit signe avec son doigt, mais elle ne s'approcha pas, mais attrapa fermement ses doigts dans la table, et de peur, elle ne pouvait tout simplement pas les arracher de la table. Même lorsqu'il conduisait ici en voiture, Amanda a averti Becca qu'elle ne devait en aucun cas le contredire. Il est préférable de simplement libérer vos pensées et de vous imaginer comme un zombie qui fera tout ce qu'on lui dit. La résistance l'excite encore plus, et si elle ne réagit pas, il partira plus tôt. À ce moment-là, Becca écoutait simplement son ami en silence, mais n'imaginait même pas ce qu'il attendait. Tom l'attrapa brutalement par les cheveux, lui tourna le dos et lui força la tête à s'appuyer contre la table. Cela fit crier de douleur la jeune fille, et Tom se pressa contre ses fesses. Il se pencha sur elle et commença à la sentir. Il lui murmura doucement à l'oreille qu'il ne sentait l'odeur de la viande que depuis un mois. Mais quand il respire le parfum d'une jeune fille, il l'apprécie tout simplement. Avec un grand sourire sur le visage, il a dit qu'il voulait vraiment la tuer. À ce moment-là, les bandits se dirigeaient vers la base. Scott n'était pas satisfait de la situation. Il s'est tourné vers Henry et a dit qu'il avait fait tout ce qu'on lui avait dit de faire. Mais s'il continuait à être battu et humilié sous les yeux des esclaves, alors à l'avenir, il ne le prendrait plus au sérieux. Ses chiens n'écoutent même pas, puis, avant qu'il ait eu le temps de finir cela, un nouveau coup d'Henry lui tomba sur le nez. Scott toussa immédiatement et attrapa son visage à deux mains. Le conducteur a demandé de ne pas remplir sa voiture de sang, car il serait difficile de la nettoyer plus tard. Le chauffeur a jeté une serviette sur Scott et a déclaré que même s'il recevait un badge, cela ne signifie pas du tout qu'il peut désormais aller là où il n'a pas besoin d'aller. Henry passa au-dessus de Scott et lui demanda d'écouter attentivement. Il était une fois ce salaud de Tom, un policier, et avec un très mauvais caractère. Mais Tom n'était pas seulement un policier. Il n'attrapait pas seulement les criminels. Il faisait également peur à tous les gens ordinaires. Il était célèbre pour sa cruauté envers tous ceux qui l'entouraient. S'il n'aimait pas l'apparence de la personne, alors quelque chose se passait chez lui, alors il était exilé en province. Cependant, dans le village, il s'est mis à boire beaucoup. Et un jour, il a massacré tout le village. Puis le nombre de tués a dépassé la trentaine de personnes. En général, il est devenu complètement fou. Il vaut mieux ne pas toucher à ce chien enragé. C'est un vrai psychopathe. Scott essuya le sang qui coulait de son nez et demanda si Tom était un tel psychopathe. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas encore tué? Henry a dit qu'une question plus correcte ici est de savoir pourquoi ils ne l'ont toujours pas tué, continue de conclure des accords et parfois même rampe, comme c'est le cas maintenant. La réponse à cette question est très simple. C'est un véritable tueur de zombies. Ici, dans les environs de Séoul, il y a 3 psychopathes légendaires. Comme il y a des rumeurs dans les sous-sols de la prison, il y a un groupe de prisonniers survivants. La rumeur disait que ces 3-là avaient déjà capturé des centaines de milliers de zombies. Si vous écoutez ceux qui y ont grimpé depuis les régions inférieures, vous pouvez entendre leurs histoires sur la façon dont la neige commence à fondre et sur la façon dont les zombies sortent de sous la neige pour chasser en groupes entiers. Et ici, il ne faut pas réfléchir longtemps. Bientôt, des hordes de zombies se précipiteront droit sur la nourriture. C'est où est leur destination finale d'une manière ou d'une autre. Et Tom, même s'il est fou, même s'il est un meurtrier, s'il aide défendait la ville des zombies, alors ils ne peuvent que le remercier. Alors demain, quand ils iront chercher les filles, ça ne sert à rien de respirer dans la direction de Tom. Il suffit de récupérer les filles en silence et de partir. Scott a tout compris et s'est excusé auprès d'Henry. Henry dit que Scott ne le dérange pas. Il s'inquiète pour Tom, de qui on peut tout attendre. Il est aussi gentil qu'il l'est aujourd'hui seulement quand il tue. Un nouveau jour est arrivé et les gars se rendaient chez Tom pour récupérer les filles.
Ils se rapprochèrent de plus en plus et aperçurent deux silhouettes debout dans la rue. Les filles étaient dans la rue depuis plus d'une heure. Elles ne savaient pas où aller, mais elles ne voulaient pas retourner auprès de Tom, même si cela leur coûtait la vie. La main de Becky a été entièrement coupée avec un couteau. Ce psychopathe complet a repris sa tâche. Il ne pouvait pas simplement profiter de la fille. Il était excité par les cris, les tourments et les brimades. Pendant tout ce temps, Mason a passé la nuit sur le navire et a observé ce qui se passait. Maintenant, il était mieux préparé à l'apparition soudaine de personnes ou de zombies. Il accrochait des cloches sur tout le périmètre. Une corde avec des cloches était suspendue à l'entrée et dans la cage d'ascenseur. Tout autour était assez calme et il n'y avait aucun signe de problème. Cependant, la paix n'a pas duré aussi longtemps que nous l'aurions souhaité. Les zombies aux yeux rouges avançaient en masse. Les clochers sonnaient partout. Un à un, ils émirent des bruits annonçant un danger imminent. Mais Mason dormait profondément. Il n'en entendait aucun. Personne ne l'avait attaqué en pleine nuit depuis longtemps, d'autant plus que les 2 dernières nuits s'étaient déroulées assez calmement et qu'il semblait que le navire était complètement vide. Il dormait profondément et chantait tranquillement les mots qu'il errait, en secret des autres, en versant des larmes. Mason rêvait de sa base militaire appelée Eagle. Mason était conducteur de char et son grade était celui de sergent. Lorsqu'il revint de son prochain voyage d'entraînement, le lieutenant lui demanda quel était son rendez-vous avec la jeune fille aujourd'hui. Le lieutenant a dit à Mason que sa petite amie était déjà dans la salle d'attente et ne pouvait pas l'attendre. Mason remercia le lieutenant pour l'information et commença rapidement à se préparer à voir sa petite amie. 5 minutes plus tard, il arriva dans la salle de réunion. Sa petite amie ne se comportait pas comme d'habitude. Elle restait assise avec raideur et n'était pas du tout contente de leur conversation. Elle a dit qu'elle ne viendrait plus vers lui. Mason la regarda avec surprise et ne comprit pas pourquoi elle faisait cela, ce qui s'était passé. Elle n'arrivait pas à trouver les mots justes et justes. Elle disait qu'elle voulait lui dire depuis longtemps, mais qu'elle ne pouvait pas se résoudre à le faire. Elle avait peur de le contrarier, car maintenant il n'avait pas la vie la plus facile jusqu'à ce qu'il atteigne le grade de caporal, et à cause de cela, beaucoup de gens prennent les armes, et Dieu nous en préserve, désertent. Elle ne le regarda même pas et dit cela comme au sol. Mason a dit avec un sourire qu'il ne tire pas avec un pistolet, c'est un tankiste. La jeune fille le regarda dans les yeux avec espoir et lui demanda s'il pouvait la comprendre. Mason, sans perdre son sang-froid, a déclaré que tout était clair ici. Laissons chacun vivre sa propre vie. La fille l'a immédiatement soutenu et a dit qu'il avait toujours été comme ça. Qu'il n'avait besoin de rien, c'est probablement pour cela qu'il devrait rompre. Mason commença à ajuster sa casquette et lui demanda de ne pas aggraver cette conversation, et s'il devait rompre, alors peut-être qu'il devrait rompre sur une bonne note. Elle se leva rapidement et le remercia pour son temps avec un sourire. Puis elle commença lentement à quitter la pièce. Mason, sans se retourner, t'a dit doucement « Merci à toi aussi ». Mais la jeune fille revint et lui demanda de répondre à une autre de ses demandes. Mason fut surpris de lui demander ce qu'elle attendait exactement de lui. Finalement, elle lui demanda de lui toucher la tête une dernière fois. Mason a déclaré que même s'il n'était pas d'humeur à faire cela, mais si elle le voulait vraiment, alors il n'était pas contre. Elle posa la main sur sa tête et commença à éprouver des sensations inhabituelles. Il sentit son contact comme si en réalité, c'était complètement inhabituel pour un rêve. La main du zombie atteignait déjà sa tête. Mason ouvrit lentement les yeux. Les zombies étaient déjà à bout de bras. L'un d'eux a réussi à attraper sa veste et à la maintenir fermement sans la lâcher. Et à ce moment-là, Mason a pu se lever et saisir sa mitrailleuse. Il a eu beaucoup de chance. Le câblage a empêché les zombies de l'atteindre et de le transformer en un de leur espèce. Mason était assis sur un stand et des zombies se précipitaient vers lui. Les zombies l'ont fait se réveiller très rapidement. Mais il n'a pas compris comment cela était possible, car il a tout vérifié. Il ne pouvait même pas imaginer d'où venaient ces créatures. Il ne savait pas quoi faire, car c'était sa voie de fuite. Il y avait beaucoup de zombies et ils ont commencé à percer le plafond. Ils agissaient tous ensemble, comme s'ils formaient un seul organisme. Ce comportement était très étrange, car habituellement ils étaient attirés par le bruit ou la lumière. Mais ici, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Mason ne comprenait pas comment tant de zombies se rassemblaient ici et pourquoi leurs yeux brillaient d'un rouge vif. Ils sont tombés du plafond et sont tombés au fond des toilettes. Mason baissa les yeux afin d'analyser la situation et de comprendre s'ils étaient en vie. Comme il fut surpris lorsqu'il vit que non seulement ils ne mouraient pas, mais qu'ils commençaient également à ramper vers lui à travers les cabines. Il y en avait beaucoup,
et ils étaient déjà sur le point de déchirer Mason. Il a pointé sa mitrailleuse sur eux, mais ne comprenait pas du tout quoi faire. Et à ce moment-là, alors qu'un des zombies avait déjà commencé à grimper sur sa cabane, il regarda la ventilation d'où ils venaient. Puisqu'ils sont tous tombés, cela veut dire qu'il ne devrait plus y avoir qu'un zombie là-bas. À moins qu'il n'y ait des zombies près de la sortie de ventilation de secours, il pourra sortir dans le hall des invités. Une fois le plan théorique élaboré, il ne restait plus qu'à y arriver. Mason courut longtemps sans réfléchir. Ayant couru assez vite, il sauta dans le puits de ventilation. C'était sa seule issue de secours. Survolant une horde de zombies, il réussit à sauter par-dessus et à atterrir directement dans la ventilation. Mais là aussi, des zombies l'attendaient, descendant lentement et tranquillement comme des araignées. Mason ne pensait qu'à une chose, qu'il serait capable de survivre. Atteignant rapidement le salon des invités, il baissa les yeux et il ne semblait y avoir qu'un seul zombie. Cependant, derrière lui, il entendit un grognement qui ne s'arrêtait pas et qui approchait. Il n'y avait pas le choix, et il sauta de la ventilation dans le hall des invités. Le sol n'était pas très solide et il commença à glisser à grande vitesse, essayant en même temps de viser les zombies qui s'approchèrent de lui. À un moment donné, il a brisé la vitre du navire avec son dos et a maintenant commencé à rouler sur la poupe du navire. Il tomba dans la neige et commença à viser la fenêtre, d'où sortaient les terribles grognements des villes morts. Il faisait très froid dehors, mais à cause de la montée d'adrénaline et de la peur qui envahissait Mason des pieds à la tête, jusqu'à présent, il n'avait pas du tout ressenti le froid. Soudain, il entendit un fracas sous ses pieds. Sous la glace, une main morte et froide lui saisit la jambe. Un autre zombie noyé, dont les yeux brillaient de rouge, tout comme les zombies du navire. Mason regarda attentivement et réalisa que d'énormes hordes de zombies noyés faisaient également rage sous la glace, leur chemin étant bloqué uniquement par de l'eau solide. Pendant une seconde, il se souvint de son ami Max, celui avec qui il avait longtemps erré ensemble à travers le monde gelé, avant ce moment tragique avec la glace fondue. La trotteuse sortit de sous la neige et attrapa la jambe de Mason. Ce zombie ressemblait beaucoup à Max, serait-ce vraiment lui? Utilisant ses vêtements, il grimpa de plus en plus haut sur Mason, et celui-ci devint engourdi et ne pouvait plus bouger. Max lui expliqua pourquoi il l'avait abandonné alors, l'avait laissé mourir seul et ne l'avait pas privé de ce terrible sort. Sans cesse, il demandait pourquoi il lui faisait ça. Pourquoi? Par derrière, quelqu'un a appelé Mason et lui a demandé de reprendre ses esprits. Mason secoua la tête et réalisa qu'il ne faisait que l'imaginer. Tous les zombies continuaient d'être sous la glace. Derrière Mason, il y avait un homme qui perçait la glace avec un long harpon. Il disait que dans de telles conditions, il ne fallait pas perdre sa vigilance, même s'il n'y avait qu'une main à la surface. Mais si on l'attrapait, il était très difficile de la saisir. Arrache-le. Mason était heureux qu'il y ait au moins quelqu'un de vivant ici. L'homme s'est tourné vers lui et lui a dit qu'il ne devrait se méfier que de ces zombies aux yeux rouges vifs, car ce sont des gars très réfléchis et extrêmement dangereux. L'homme a dit que la glace n'avait pas encore fondu. Il leur a coupé les mains sur la tête, une sorte d'agriculture. Mason s'est excusé et a dit qu'il ne connaissait pas les coutumes locales. Il est venu de loin et est tombé sur lui de le bleu. L'homme a commencé à retirer son chapeau et son écharpe de son visage, affirmant qu'il n'y avait aucune raison de s'excuser auprès de lui. Il a continué à harponner la glace et les têtes de zombies. L'homme a dit que, apparemment, Mason avait besoin d'un endroit pour se réchauffer et qu'il pouvait proposer de passer la nuit avec lui. Il a finalement enlevé son masque et il peut également vous offrir une tasse de café. Mason regarda l'homme et réalisa que c'était exactement l'homme qu'il avait observé tous ces jours. Tom s'est présenté et a dit qu'il avait réussi à obtenir un très bon café. Il a pointé du doigt où aller et a attendu une réponse de Mason. Le froid commença progressivement à pénétrer le corps de Mason. Tom le regarda et supposa qu'il s'enfuyait avec ce qu'il avait. Il fut probablement pris par surprise, même s'il dut laisser ses vêtements. Mason s'est gratté la tête et a dit qu'il avait vraiment des ennuis. Tom a demandé avec intérêt si Mason avait d'autres choses qui valaient la peine de revenir. Mason, sans réfléchir longtemps, a déclaré que de vieux vêtements étaient tout ce qu'il avait. Alors ça ne vaut pas la peine de risquer sa vie pour ça. Tom a dit qu'il avait beaucoup de vieux vêtements à la maison et qu'il pouvait les récupérer pour Mason. Pendant ce temps, les affaires de Mason étaient dans le placard, y compris une mitrailleuse cachée dans ses affaires. Cependant, Mason pensait que cela ne valait pas la peine d'en parler tout de suite. Il vaudrait mieux que cela reste son petit secret. Mason pensait maintenant seulement que l'étranger n'était pas moins dangereux que ces zombies qu'il avait presque mangés il y a une demi-heure. Ils arrivèrent rapidement chez Tom. Tom montra à Mason où s'asseoir.
Il y faisait un peu plus chaud qu'ailleurs dans l'appartement délabré. Avant que Mason n'ait eu le temps de s'asseoir, Tom lui lança une veste. Tom a commencé à préparer du café et a demandé à Mason comment il avait réussi à survivre dans un tel chaos, ce à quoi Mason a répondu qu'il était très lâche et qu'il avait donc pu éviter les ennuis. Tom lui a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre avec lui ou s'il voyageait seul depuis le tout début. Mason avait déjà enfilé sa veste et mis sa mitrailleuse sur ses mains. Il a dit que son partenaire est décédé il y a quelques années et depuis, il voyage seul. Le monde est grand, il y a beaucoup de zombies partout et il devait toujours faire attention, c'est pourquoi il est toujours en vie. Tom préparait du café et a dit qu'il comprenait très probablement quel genre de personne était Mason. Mason s'est intéressé et a demandé à Tom ce qu'il voulait dire. Tom, sans se retourner, dit que Mason était fatigué. Vous retournez les paroles des adultes, vous n'écoutez pas les autres. En général, vous êtes une personne avec un mauvais caractère. Mason n'a pas immédiatement compris ce qui se passait, mais il s'est immédiatement excusé si Tom pensait qu'il était impoli. Il ne voulait pas l'offenser ou l'offenser. Tom s'approcha de lui avec une tasse de café et lui dit avec un sourire qu'il plaisantait. Mason a saisi la tasse à deux mains et a dit qu'il aurait vraiment pu être impoli, car il n'avait parlé à personne depuis si longtemps, et il aurait tout simplement pu oublier ce que c'était. Mason se souvint des paroles de Tom sur la nécessité de faire attention aux yeux rouges, ce qu'il voulait dire. Tom a demandé avec surprise si c'était la première fois qu'il voyait un zombie aux yeux rouges. Mason a répondu que dans les endroits où il avait été, tous les zombies avaient des yeux ordinaires, où il n'y en avait pas du tout. Tom ne l'a même pas cru tout de suite. N'y avait-il vraiment pas de zombies aux yeux rouges ailleurs? Mason hocha la tête et dit que c'était la première fois qu'il voyait de tels zombies à Séoul. Tom y réfléchit, parce que c'était assez étrange. Mais Mason avait probablement juste de la chance. Mais comme il est tellement intéressé à en savoir plus sur les zombies aux yeux rouges, Mason, sans attendre de réponse, a déclaré qu'il était incroyablement intéressé à en savoir plus sur eux. Mais Tom s'est gratté la tête et a dit qu'il ne devrait peut-être pas révéler des informations aussi importantes à un imbécile. Mason regarda Tom avec des yeux suppliants et dit qu'il serait très reconnaissant pour des informations aussi importantes. Tom a aimé la réaction de Mason et a dit qu'un garçon aussi gentil pourrait révéler ce secret. Tom lui a demandé d'écouter attentivement et de ne pas l'interrompre, car cette zone était autrefois un monde de zombies. Mais même ainsi, Tom a dit qu'il voulait vraiment avoir cet hôtel, et c'est le genre de gars qui obtient ce qu'il veut. Il a serré les dents et les a tous tués. Cependant, dans le métro, il a eu l'occasion de rencontrer cette créature pour la première fois de sa vie. Le zombie se tenait seul tout au bord de la plateforme et ses yeux brillaient d'un rouge vif, ce qui le distinguait de tous ceux qu'il avait tués ce jour-là. Ensuite, je ne me doutais de rien. Il tuait des centaines de zombies chaque jour, et celui-ci semblait être un autre obstacle à une vie insouciante. Cependant, lorsqu'il commença à marcher vers le zombie, la créature commença à reculer lentement. Il a demandé à Mason s'il avait déjà vu un zombie reculer à la vue d'une personne, ce à quoi Mason a répondu avec surprise qu'il n'avait jamais vu une telle chose auparavant. À ce moment-là, alors que la créature commençait à reculer progressivement, tout un troupeau de chair de poule courut du coccyx à l'arrière de la tête. Au cours des nombreuses années d'apocalypse zombie, mes sens se sont développés plus que jamais, alors je me suis arrêté et j'ai pensé que je ne devrais pas suivre l'exemple de la créature. J'ai commencé à prendre un peu de recul. J'ai reculé et j'ai regardé autour de moi. Dans l'embrasure de la porte, j'ai vu des hordes entières de créatures aux yeux rouges qui me regardaient depuis l'obscurité. Ces créatures ont attendu que je dépasse une certaine ligne. Mason m'a demandé si ces zombies chassaient vraiment en meute. Tom a dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais qu'ils étaient clairement plus sages que les zombies stupides moyens qui errent sans but à travers le monde. Tom a dit que même s'il courait très vite, il avait toujours froid dans le dos. Juste à ce moment-là, son regard tomba sur le miroir devant. Ces créatures derrière elle se tenaient simplement debout et regardaient terriblement derrière elles, sans même essayer de les poursuivre. Tom a dit que pour la première fois de sa vie, il avait eu si peur. Et maintenant, il te suffit de penser à ce qui se serait passé si j'étais entré pour tuer cette créature. Je ne boirai probablement pas de café ici, a conclu Mason. Tom versa du café dans son verre et dit que ses intuitions le laissaient rarement tomber. Tom s'approcha de la table où Mason était assis et lui demanda s'il lâchait sa mitrailleuse. C'est probablement difficile de faire confiance aux gens après tant d'années de solitude. Mason a regardé sa mitrailleuse et a déclaré qu'il se sentait plus calme avec une arme à la main. Après tout, les personnes non armées n'ont d'autre choix que de faire confiance à ceux qui ont des armes à la main. Tom a dit que Mason avait tout à fait raison,
mais que les gens armés ne sont pas toujours bons. Tom s'est tenu au-dessus de Mason et lui a demandé s'il allait bien. Mason a répondu qu'il ne pouvait pas le dire avec certitude. Mason a déclaré qu'il avait essayé de vivre sa vie en essayant de ne pas blesser les autres. Mason a décidé de changer de sujet et a déclaré que ce café avait un arôme très agréable. Tom était d'accord avec lui, car le passé nous vient immédiatement à l'esprit, l'époque où nous vivions bien et mangions bien. Mason regarda la tasse de café et dit qu'il lui semblait que s'il clignait des yeux maintenant, il serait chez lui dans le salon en train de regarder la télévision, l'arôme apaisant familier. Oui, c'était de bons moments. Juste une tasse de café et nous sommes déjà profondément plongés dans le passé. Tom s'est adressé à Mason de manière personnelle et il a dit qu'il ne devrait pas faire cela, car Tom est clairement plus expérimenté que lui. Tom a dit que chacun a son propre temps d'une manière ou d'une autre et la façon dont il s'adresse aux autres. Cela n'a absolument aucun sens dans le monde actuel. Tom alla à son casier et sortit des lampes de poche. Il a demandé à Mason s'il n'était pas intéressé par la façon dont il avait réussi à survivre et si en descendant, il pourrait obtenir la réponse à cette question fascinante. Tom a dit qu'il faisait des trucs géniaux. Ils sont très populaires parmi les survivants et Mason pourrait être très surpris en les voyant. Tom lui fit signe de la main et lui dit que cela ne prendrait pas longtemps. Mason n'était pas pressé d'accepter. Il regarda la table et y vit 2 empreintes de tasse. Puis il baissa à nouveau les yeux vers le sous-sol. Mason soupçonna que quelque chose n'allait pas et dit rapidement qu'il était très fatigué et qu'il aimerait d'abord dormir un peu. Il s'est excusé auprès de Tom, car il a tout son cœur pour lui. Tom s'est retourné et a dit que tout allait bien, pas besoin d'excuses. Nous pourrions y aller plus tard. Après cela, ils se rendirent aux étages supérieurs de l'hôtel. Tom s'avança et Mason tenait toujours l'arme dans ses mains et était prêt à l'utiliser à tout moment. Mason baissa les yeux, c'était assez haut. Tom a dit qu'il faisait très sombre ici, qu'une seule erreur et que vous pouviez aller directement dans l'autre monde. Mason a déclaré qu'il était habitué à une telle obscurité et qu'il marchait toujours avec une extrême prudence. Ensuite, nous nous séparerons ici, dit Tom. Il suggéra à Mason de monter les escaliers jusqu'à l'étage supérieur. Il y avait là de nombreuses pièces vides et il pourrait occuper n'importe laquelle d'entre elles. Mason a remercié Tom d'avoir pris soin de lui aujourd'hui. Tom a dit que ce n'était rien et que s'ils avaient de la chance ce soir, ils se reverraient vivants demain. Dès qu'ils se séparèrent, Mason retira sa main gauche de la mitrailleuse et découvrit qu'elle transpirait beaucoup, et tout en lui s'enfonça. Pourtant, faire de nouvelles connaissances n'est pas si facile. Mason entra dans la première pièce qu'il rencontra. La vitre était brisée et on pouvait difficilement appeler cela une pièce. Mason se dirigea vers la fenêtre et regarda de plus près. Il y avait une lumière au loin. Alors que Mason se tenait près de la fenêtre en bas, Tom lui cria qu'avant d'allumer le feu, il devait réparer les rideaux. Le feu ne servirait à rien si le froid entrait dans la pièce. Mason a demandé à Tom s'il était possible d'allumer un feu ici, ce à quoi il a reçu une réponse selon laquelle il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, c'était tout à fait sûr ici. Puis Mason s'est mis au travail et a commencé à réparer les rideaux. Après quoi, il commença à ramasser des bâtons de feu qui traînaient dans la pièce. Le problème, c'est qu'il n'a ni briquet ni allumette. Il prit un bâton avec lui et décida de demander du feu à Tom, en espérant qu'il ne le refuserait pas. Mason se dirigea vers la porte et frappa. Tom ouvrit soigneusement la porte et demanda de quoi d'autre il avait besoin. Mason lui tendit un bâton et lui demanda d'emprunter au moins un peu de lumière. Le vieil homme le regarda avec mécontentement, mais prit quand même le bâton et s'enfonça plus profondément dans la pièce. Mason a décidé de regarder dans la pièce pendant qu'il lui mettait le feu à un bâton. C'était comme s'il y avait quelque chose dans la salle de bain. Mason ne pouvait pas voir ce qu'il y avait là quand Tom est apparu. Il lui tendit un bâton rempli de feu et lui dit qu'il pourrait le récompenser avec plus de feu. Muni du bâton brûlant, Mason se dirigea vers sa chambre. Le feu brûlait déjà à plein régime dans la cheminée de Mason. Il s'allongea près du feu et se couvrit d'un tapis. Après tout ce qu'il avait vécu ce jour-là, il avait un besoin urgent de se réchauffer un peu, car peu de personnes peuvent constamment avoir froid et ne pas tomber malade. Au même moment, une fille se déplaçait au loin à travers des congères enneigées et une forêt sombre. Le froid pénétrait son corps jusqu'aux os. Même si elle était enveloppée dans plusieurs choses, cela ne la sauva pas beaucoup de la neige qui tombait constamment, de l'obscurité et du froid mortel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom brille, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Ne nous induisez pas à votre tentation.
Mais délivre-nous du mal, où ton royaume est puissance et gloire. Et pour toujours et à jamais. Amen. Cela s'est produit il y a longtemps. L'avion perdait rapidement de l'altitude et il s'approchait du sol à grande vitesse. Melinda était l'une des passagères de cet avion. L'un des moteurs de l'avion était en feu et un accident était inévitable. Melinda l'a très bien compris, elle a rapidement sorti son téléphone et a commencé à envoyer des SMS à sa mère. Maman lui a immédiatement répondu qu'elle devait simplement survivre de quelque manière que ce soit. Elle l'attendrait toujours à l'adresse indiquée. Elle a essayé d'appeler sa mère, mais le réseau n'était pas disponible. À ce moment-là, des météorites ont commencé à voler près de l'avion. La sœur attrapa la main de Melinda. Elle avait très peur qu'il se casse. Melinda a essayé de calmer sa sœur et lui a dit que tout s'arrangerait pour eux. Cependant, ils survolèrent la mer et des météorites volaient les unes après les autres à proximité de leur avion. Donc le moteur en feu n'était pas leur plus gros problème. L'avion s'est écrasé, mais la mère a écrit à sa fille qu'après l'atterrissage, elle devrait s'injecter le vaccin L1. Le mode d'emploi est écrit sur le flacon. Plusieurs années se sont écoulées. Les survivants de l'accident rencontrent en chemin des inconnus. L'un d'eux se présente comme un pasteur et leur dit qu'il est le chef d'un groupe de survivants. Leur groupe est appelé Prière silencieuse. Melinda a dit qu'il se dirigeait vers Séoul. Le pasteur a dit qu'il pourrait les aider, qu'ils pourraient se réchauffer et reprendre des forces dans leur abri, après quoi ils ont accepté de le suivre. Les survivants de l'équipe du pasteur étaient heureux d'avoir pu rencontrer de si jeunes filles. L'un des collaborateurs du pasteur a demandé si Melinda faisait partie d'un groupe de musique féminin. Il y a quelques années, il aurait été difficile pour les gens ordinaires de la voir. Le pasteur a dit que Dieu leur avait vraiment souri. Si ce n'est Dieu, alors qu'il leur a préparé une rencontre si merveilleuse. À ce moment-là, il s'était déjà approché de l'église. Le pasteur ouvrait l'entrée, et à ce moment-là, Melinda vit un tatouage sur sa jambe. De tels tatouages sont portés par les membres de gangs criminels. Cela a sérieusement dérouté Melinda. Quelque chose n'allait clairement pas ici. Le curé a ouvert l'entrée de l'église et a demandé à tout le monde d'entrer. Ils longèrent le couloir sombre de l'église et étaient presque entrés dans la salle principale. Le pasteur leur a demandé de ne pas être timides et de faire connaissance avec les fidèles de l'église. Réjouissez-vous, frères et sœurs. Le pasteur a déclaré qu'il envisageait de se marier et de proposer sa main et son cœur à Melinda, nouvellement arrivée. Les bandits ont dit que tout le monde devrait en avoir un petit peu. Sinon, ce n'est pas grave, ils voulaient tout prendre pour lui d'un coup. L'un des bandits a déclaré que s'il est appelé berger, cela ne signifie pas qu'il a cessé d'être mortel. Le bandit à lunettes a dit qu'il ne fallait pas être aussi gourmand. Et une fois qu'ils ont spécifiquement convenu que s'ils trouvaient ensemble quelque chose de précieux, alors tout le monde devrait obtenir quelque chose de bien. Le vieux bandit soutenu, le butin devait être partagé entre tout le monde, et chacun devait essayer. À son âge, il n'y avait que mélancolie tout autour. Le pasteur a souri et a dit que si la majorité était de cet avis, il n'interviendrait pas, alors nous devons d'abord la laisser aller en cercle. La porte de leur chambre était légèrement ouverte. Melinda se tenait à la porte et entendait parfaitement les bandits discuter de son sort futur. Elle courut immédiatement vers sa sœur. Melinda a dit qu'elle ne devrait avoir peur de rien et qu'elle devrait l'écouter très attentivement. On dirait que ces gens ne sont pas de vrais bergers. Elle a tenu sa sœur par les épaules et a dit que ce sont des gens très effrayants. Par conséquent, ils doivent d'abord sortir rapidement de là, mais la sœur a immédiatement demandé ce qui se passerait ensuite. S'ils parvenaient à s'échapper, alors où devrait-il aller ensuite? La jeune fille n'a pas cru Melinda. Elle a dit que s'ils s'enfuyaient, ils risquaient de mourir de froid dans la rue. Melinda a dit que jusqu'à présent, ils avaient réussi à survivre. Et maintenant, ils réussiront. Ils doivent, par tous les moyens, se rendre à Séoul, et leur mère les y attendra. La jeune fille se méfiait encore des paroles de Mélanie. Elle avait très peur même sans ces paroles. Melinda a dit qu'il devait faire ce qu'il devait faire d'une manière ou d'une autre. La jeune fille a déclaré que le réalisateur répétait constamment ces mots. Melinda a confirmé que le directeur disait tout le temps de telles bêtises, mais ces mots étaient plus appropriés que jamais à ce moment-là. Elle prit la jeune fille par la main et se précipita vers la sortie. Les autres survivants regardaient Melinda et sa sœur et ne comprenaient pas pourquoi elle partait. L'homme a suggéré que quelque chose n'allait pas ici et que les filles savaient probablement quelque chose, alors elles devraient les accompagner. L'un des survivants a couru vers la sortie et a même repoussé Melinda. Dès le début, la présence de zombies assis dans l'église était suspecte. Un zombie attaché avec des chaînes pouvait toujours bouger. À ce moment-là,
Alors qu'une femme passait devant lui, il l'a attaquée, lui mordant directement le cou. Immédiatement, plusieurs zombies assis à proximité l'ont attaqué et ont commencé à la mettre en pièces. Derrière eux, le pasteur riait. Le pasteur a ordonné à tout le monde de rester à leur place. Le bandit le plus âgé a regardé hors de la pièce et a dit qu'il n'aurait pas dû bouger sans autorisation. C'est lui qui a libéré le zombie de la chaîne pour qu'il puisse atteindre la femme et la tuer. Le pasteur a ordonné aux hommes de se tenir à sa droite et aux femmes à sa gauche. L'un des hommes a demandé ce qu'ils allaient en faire. L'un des bandits n'a pas aimé que le gars pose des questions inutiles. Après quoi, il a été immédiatement suivi d'un coup de pied direct dans le ventre, avec une exclamation pour aller plus vite. Du coup, le gars a volé directement dans les griffes des zombies. Le bandit a ri et s'est excusé pour un coup si fort au gars qui avait déjà été dévoré par des zombies. Le pasteur a demandé de ne plus refaire ça. Ils doivent sauver leur la main-d'œuvre. Tout le monde était horrifié par ce qui s'était passé et le pasteur leur a rappelé qu'ils devaient suivre rapidement les ordres. Tout le monde regardait le pasteur avec l'horreur dans les yeux. Après cela, le pasteur a ordonné qu'un sac soit distribué à tout le monde. Le bandit a jeté les sacs par terre et a ordonné qu'ils soient triés rapidement. Tout le monde devrait prendre un sac, sortir et commencer à collecter. Une des femmes a demandé ce que cela signifiait, car il faisait froid et il neigeait dehors. Maintenant, le sens de la collecte est un peu différent qu'auparavant. Ils doivent collecter des objets pour le ménage, des produits dont tout le monde aura besoin. Mais la femme a dit que tout à l'extérieur était recouvert de neige, où elle pouvait trouver des objets utiles. Le berger a dit qu'à l'heure actuelle, ils ne sont que des vers inutiles pour leur communauté. Et comment ose-t-elle dire une telle chose? Elle regarda le zombie qui était prêt à l'attaquer. Puis elle a immédiatement décidé qu'elle serait certainement en mesure d'apporter quelque chose de nécessaire à la communauté. C'est mieux ainsi, et que personne ne pense même à revenir les mains vides, à moins, bien sûr, qu'ils veuillent rejoindre les rangs des zombies domestiques. Tout d'abord, ils doivent collecter de la nourriture et d'autres articles essentiels. Mais Melinda et sa sœur devraient leur accorder 1 minute pour une conversation privée. Les bandits attendaient déjà avec impatience le prochain plaisir sexuel avec ces jeunes beautés. Les filles étaient terrifiées. Chacune d'elles aimerait à ce moment-là être à la place des autres et s'adonner à la collection, et non à ce qu'elles devaient faire.